Je vous propose une petite balade. Ça vous dit? Alors on y va. Je vous propose une balade sur un marché aux puces. Il y a une dizaine d'années, je me baladais sur le marché aux puces de Saint-Ouen, dans le nord de Paris, et sur la fin de ma balade, je m'aperçois que les étals ont baissé de niveau et sont au sol. Je regarde de plus près, voir ce qui est vendu, et je vois une petite boîte en mauvais état, un livre, Paroles de Prévert, très bon, des petits ciseaux, et surtout un talon de chaussure. Qui peut bien acheter ou vendre un talon de chaussure. Alors, ce que vous voyez là est un étal de bifins. Les bifins sont des personnes qui récupèrent dans nos poubelles ce que nous jetons pour ensuite le revendre sur les trottoirs, dans l'espace public. Si leurs objets sont étalés au sol, sur un tissu ou une bâche, c'est pour au plus vite en rabattre les quatre coins et fuir. Fuir parce que cette activité est aujourd'hui interdite. Les bifins encourent avec la loi LOPSI 2 une peine d'emprisonnement de 6 mois et 3 750 € d'amende. Ils sont aujourd'hui des milliers à vivre, à survivre de cette activité, aux portes de Paris où ils sont environ 3 000, mais aussi dans d'autres grandes villes comme Marseille, Toulouse, Lyon, Bordeaux et à l'étranger aussi. Moi, je suis cadre dans le travail social et en 2009, avec l'association qui m'embauche, des bifins, la mairie de Paris et du 18e arrondissement, nous allons mener un projet expérimental pour que les bifins puissent vendre légalement sur un espace dédié. Mais l'histoire que je vais avant tout vous raconter est une histoire de lutte, une histoire de contestation, l'histoire d'un travail social à la marge face aux paradoxes de notre société. Alors justement, les paradoxes de notre société. Je me suis intéressée à l'histoire des bifins et j'ai découvert que depuis le XIIIe siècle, leurs relations avec l'institution n'ont été que autorisation, répression, autorisation, répression. Et ça en fonction des évolutions de la société et de ses normes. Par exemple, au XIXe siècle à Paris, ils sont près de 22 000 à récupérer des chiffons, des matières premières en tout genre, pour les revendre à l'industrie. Là, ils ont une réelle utilité économique reconnue. La préfecture de Paris va même légaliser et réglementer l'activité en délivrant à chaque bifin une médaille pour marquer l'autorisation. Mais arrive le courant hygiéniste et les grands travaux haussmanniens. Et là, les bifins dérangent. On veut une ville propre, bien organisée. Et les bifins vont passer de l'homme utile à l'homme marginal. Ils vont être alors expulsés aux portes de Paris, où ils vont y construire des baraques de fortune, mais continuer leur activité. Et à Saint-Ouen, par exemple, un groupe de bifins va se constituer en chambre syndicale. C'est simple, ils veulent la reconnaissance de la bif, l'eau, l'électricité. Il leur faudra plusieurs dizaines d'années de lutte, de rapports de force pour faire plier les pouvoirs publics. Et c'est comme ça que va naître, dans les années 50, le célèbre marché aux puces de Saint-Ouen. On va donc passer du bidonville à la renommée internationale. Mais comme l'histoire se répète, depuis les années 90, dans le prolongement des puces de Saint-Ouen, là où j'ai vu le fameux talon de chaussure, des bifins réapparaissent. Ils ne sont à ce moment-là qu'une quarantaine et leur nombre ne pose pas de problème, que ce soit pour les riverains, les commerçants, et la police tolère même le phénomène. Passées les années 2000, la donne change. La crise économique, le chômage poussent près d'1 millier de bifins à s'installer à cet endroit. Ils sont maintenant au pied des habitations, devant les commerces. Alors là, il n'est plus du tout question de vieux métiers, de recyclage ou d'écologie, mais de désordre public et de transgression de la loi punie fermement. Alors, pour les plus jeunes
et les plus rapides, ils rabattent les quatre coins de leur tissu avec leurs objets et se sauvent. Et pour les plus vieux et les plus lents, soit ils abandonnent tout derrière eux en se sauvant, laissant les trottoirs jonchés d'objets en tout genre, piétinés, soit c'est la saisie de leurs objets avec leur destruction immédiate dans des camions-bennes. Alors, vous vous demanderez peut-être qui sont ces indésirables, ces hors-la-loi. Eh bien, ce sont des retraités qui ont un revenu insuffisant pour finir le mois. Ce sont des immigrés, des Shibani venus travailler en France et aujourd'hui à la retraite. Shibani veut dire cheveux blancs. Ce sont des hommes et des femmes en pleine dégringolade sociale suite à un divorce, à la perte d'un emploi. Et puis ce sont aussi des étudiants. Je suis émue parce que je vois les photos et voilà, je les revois et je suis extrêmement émue. Et ce sont aussi ceux qui fuient leur pays. Ces magnifiques photos sont de Jérôme Pavlovski. Alors, dans ce contexte totalement explosif entre riverains, biffins, élus, un groupe décide de prendre les choses en main, les biffins eux-mêmes. En 2006, ils décident qu'ils n'ont plus à subir cette répression. Ils veulent leur reconnaissance de leur activité de recyclage qui s'inscrit dans une réelle économie, puisque s'ils vendent, c'est bien que d'autres achètent. Ils vont alors se constituer en association et s'appeler les Sauve-qui-peut. Sauve-qui-peut, c'est leur cri de guerre quand ils ont à fuir. Ils vont militer, manifester pendant 3 années. Ils embarquent avec eux des élus, des sympathisants, des artistes et même quelques riverains. Ensemble, ils vont débarquer lors de réunions publiques, ils vont interpeller les élus, ils vont solliciter pas mal de médias aussi, et ils vont même aller jusqu'à camper sur le parvis de l'hôtel de ville en déballant symboliquement leurs objets. Et à force de lutte et de ténacité, au bout de ces 3 années, ils finissent par obtenir des pouvoirs publics qu'une expérience soit tentée. Le projet expérimental du carré des Biffins. Selon les termes, créer un espace de vente légal, strictement limité et délimité, assorti d'un accompagnement social. En d'autres termes, créer un espace de vente de 100 places alors qu'ils sont 1 millier et plutôt réfractaires à l'idée d'être aidés. 100 places, 1 millier. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi j'accepte de travailler sur ce projet. Eh bien, tout d'abord, je suis touchée par cette économie de la débrouille parce que c'est un peu mon histoire. J'avais une grand-mère qui recyclait l'étain des capsules de bouteilles de vin pour le revendre. Et grâce à cela, elle arrondissait ses fins de mois. Alors, je ne l'ai pas connue, mais c'est ma mère qui me l'a raconté. Et pour moi, c'est une belle légende familiale dont je suis fière. Alors, me rapprocher des Biffins, c'était me rapprocher de cette histoire-là. Et puis, il y a aussi la lutte. Je les trouve courageux, admirables à défier comme ça l'institution. Comme dit Saoul Alinsky, les gens ne reçoivent pas l'opportunité, la liberté, l'égalité ou la dignité comme on reçoit un cadeau ou un acte de charité. Ils ne les reçoivent que par l'acte de les prendre au prix de leurs propres efforts. Et puis, il y a aussi cette idée d'arriver sur leur territoire. Pour une fois, ce n'est pas le nôtre. Ce sont eux les experts de la BIF et du commerce, et nous, travailleurs sociaux, nous allons devoir comprendre, apprendre et inventer un fonctionnement à partir de leurs connaissances à eux. Et puis je dois dire que cette histoire de placière, de marché, cadre du social, ça m'amuse un peu. Enfin, ça ne va pas m'amuser très longtemps. Les choses vont s'avérer bien plus compliquées que prévu.
Et oui, ils étaient hors la loi, ils sont dans la loi. Et je m'aperçois qu'on ne change pas aussi facilement un fonctionnement qui jusque-là était basé sur la crainte, la débrouillardise, la fuite, le sauve-qui-peut. Alors, non, ils ne sont pas restés sagement dans leurs petits emplacements comme de bons petits commerçants de marché en attendant le client, non. Pourquoi? Parce qu'ils circulent. Ils circulent toute la journée, ils sont à gauche, à droite, ils font des affaires, ils troquent, ils revendent, et voilà, ils n'arrêtent pas. Et puis surtout, ils sont irréguliers et imprévisibles, à cause de la dureté du travail, oui, mais aussi de leur âge, parce qu'ils sont malades, les intempéries. Et puis surtout, parce qu'ils ne savent pas ce que les poubelles vont donner. Alors avec eux, tous les samedis, dimanches et lundis, pendant 11 heures, sur les trottoirs, nous avons appris les codes de la BIF, la culture, les habitudes, et ensemble, nous avons négocié un fonctionnement de marché et inscrit cette activité dans un cadre. Ces photos sont sous le pont donc, du périphérique. Justement, en parlant de cadre, nous, de notre côté, nous l'avons un petit peu transgressé aussi, le cadre. Nous avions par exemple des critères de domiciliation à faire respecter pour que les bifins puissent être inscrits sur le carré. Sauf que pour un bifin, ça n'a pas de sens d'habiter ici ou là. Dans leur travail, ils sont nomades au quotidien. Donc nous nous sommes dit, le critère qui comptera sera le critère d'ancienneté de BIF sur le territoire. Oui, mais comment le prouver? Ils nous ont dit pas de problème. Vous savez ce qu'ils nous ont ramené? Des liasses de PV. Des liasses de PV, c'est l'épaisseur qui faisait l'ancienneté. Alors, le carré commence peu à peu à prendre forme et autour, l'insupportable demeure. Sans place, ils sont un millier. Pour ceux qui n'ont pas leur place sur le précieux carré, c'est la chasse, la répression. Le paradoxe total quand on sait que ceux qui sont dedans et dehors sont au final les mêmes. Alors devant cette situation des plus schizophrènes, nous allons rapidement demander la création d'autres espaces de vente. Puisque la solution est là, nous sommes en train d'en faire la démonstration, un marché de bifins, ça peut s'organiser, ça se réglemente même. Les pouvoirs publics vont nous répondre non. Non, ils ne veulent pas généraliser cette activité qu'ils considèrent informelle et accorder du coup les mêmes droits à tous les bifins. Donc ils choisissent sa répression. Cette répression qui désorganise et qui plonge ces précaires dans encore plus de précarité. Alors, tout en répondant à cette commande un peu folle, nous allons de notre côté commencer à militer en parallèle à côté des sauve-qui-peut. Alors le travail social dans tout ça, vous me direz. Eh bien, nous avons fait face à une très grande précarité. Pour beaucoup, il s'est agi de répondre à des besoins primaires, se loger, se nourrir, se laver. Et puis pour d'autres, c'était plutôt la méfiance. Ils étaient réfractaires à l'idée d'être aidés. Je repense à M. Amar. M. Amar avait le droit à sa retraite depuis plus de 5 ans. Mais parce qu'un jour il a été mal reçu par un travailleur social, il a décidé de ne plus jamais demander d'aide à qui que ce soit et de s'en sortir par lui-même, avec la BIF, sans sa retraite. Il nous aura fallu environ plus d'un an avec lui, sur le trottoir, à d'abord le considérer dans son travail, avant qu'il accepte de nous faire confiance et qu'il nous permette de l'aider à avoir sa retraite. Et puis il y a ceux pour qui le carré est un espace de socialisation. Monsieur 1000 euros par exemple. On l'appelle comme ça parce qu'il récupère dans les poubelles des beaux quartiers des mallettes en cuir, des sacs, de la fourrure. Et lorsqu'un client lui demande le prix, il dit un prix boutique, très élevé. Alors évidemment, il ne vend rien. Parce que ce qui compte pour monsieur 1000 euros, ce n'est pas de vendre.
c'est d'être derrière son étal, debout, digne, comme un commerçant de luxe. Ce monsieur a presque 100 ans. C'est un Chibani venu travailler en France. Aujourd'hui, il est à la retraite. Sa famille est restée au pays. Il est seul. Et sa vie à lui, elle est ici, avec ses compagnons de route, ses compagnons de bif. Alors aujourd'hui, le carré fonctionne toujours avec ses hauts et ses bas. On peut dire qu'il a quand même trouvé sa place sur son territoire. Les riverains l'ont progressivement accepté, même si la situation est extrêmement complexe autour. Et les sauve-qui-peut, quant à eux, continuent leur combat. Moi, j'ai quitté cette incroyable aventure qui m'a bouleversée, où j'y ai fait des rencontres humaines inoubliables, mais qui m'a aussi beaucoup épuisée dans ses paradoxes. Alors j'ai décidé de prendre du recul pour comprendre ce que j'avais fait, ce que nous avions fait ensemble, et j'ai décidé d'écrire cette histoire dans un livre, pour la transmettre au plus grand nombre, mais aussi pour la transmettre aux travailleurs sociaux d'aujourd'hui, de demain, et je crois, et j'en suis sûre, surtout pour rendre hommage à ces travailleurs courageux, les bifins. Alors, si je suis venue vous parler de cette expérience, ici, là, à Saint-Brieuc, de cette expérience qui s'est déroulée à Paris, c'est parce qu'en réalité, elle questionne au-delà de ce territoire. Elle questionne par exemple ce que doit être l'espace public. Aujourd'hui, l'espace public est pensé comme un espace vide. Pourquoi, au contraire, ne pas le penser comme un espace social négociable, capable par exemple d'accueillir les bifins en bonne intelligence sociale et collective? Parce qu'avant tout, l'espace public n'est pas un territoire d'habitation, mais d'action. Et puis ce projet questionne aussi ces nouvelles formes de précarité, de marginalité. Serge Moscovici, psychosociologue, dit « Le grand tournant est le passage de la déviance à la minorité active. Des hommes et des femmes considérés comme des marginaux des déviants créent aujourd'hui des mouvements collectifs, possèdent leur code propre et cherchent par eux-mêmes à répondre à leurs besoins. Mais c'est comme ça que naît le mouvement féministe, écologiste, les syndicats, ce que l'on appelle aujourd'hui les cultures urbaines, mais au départ le graphe, le hip-hop. Et ce sont aussi les indignés, les punks, les bifins et tant d'autres. Alors tout l'enjeu aujourd'hui pour l'institution, pour le travail social, c'est comment négocier avec ces personnes, comment leur faire une place. Alors oui, ces minorités actives nous interpellent. Tout comme j'ai été interpellée la première fois par la présence de Stallone. Elle nous choque parfois. Nous pouvons même avoir le sentiment qu'elles sont une faiblesse de notre société. Une faiblesse qu'il faudrait corriger, masquer. Un talon d'Achille en somme. Alors que faire? Place nette, coup de balai? Mais ce serait oublier que c'est de ces minorités actives que naît l'innovation sociale et culturelle, et qu'il n'existe pas d'innovation sociale sans contestation, sans transgression, sans rapport de force, sans volonté de négociation. Alors, au fil de cette histoire, j'ai reconsidéré mon regard sur ce talon et j'y vois maintenant un objet. Un objet grâce auquel des individus se tiennent debout, dignes, déterminés, prêts à lutter s'il le faut pour leurs droits et tant qu'il le faudra. Alors, vous donneriez combien pour ça? Merci.